Audrey, merci d'avoir accepté d'intervenir sur un schéma, un format plus court que les autres intervenants et de te mettre au service de l'animation puisque tu vas animer la table ronde finale. Vous aurez 5 chaises, on a vu, ça tient dans le champ de la caméra, qui est peut-être quantique ou pas, mais en tout cas, c'est l'image. Mais avant ça, tu vas nous dire, toi, ce que tu penses de vivre libre. Alors, quelques mots pour te présenter. Si certains ici ne te connaissent pas ou à distance, nous, on te connaît bien à l'Agora parce qu'on est tombé amoureux. Tu es intervenu en 2021 et tu avais fait un tabac, un vrai tabac, lors des premières rencontres conscience et citoyenneté en nous parlant de la mutation anthropologique en cours. Et tu étais marraine des rencontres en 2022. Et tu es animatrice de table ronde, je sais pas si c'est bien. Ah, tu commences à travailler, quoi. Bon. Tu es anthropologue indépendante et tradipraticienne. Alors, tu tiens au mot tradipraticienne, c'est-à-dire que tu es une praticienne euh, qui utilise les traditions hein, de manière traditionnelle. C'est ça. C'est ça. Diplômée en ethnologie, civilisation indienne et conseil également en organisation. En tant qu'anthropologue, tu écris, tu aimes dire que tu relis les univers contemporains et autochtones, par autochtone entendons peuple premier. Donc tu croises les civilisations, tu crées des passerelles entre les cultures et entre les mondes, matériels et immatériels, visibles et invisibles, qui est une de tes originalités. Tu nous donnes à voir et à comprendre comment les frontières évoluent et une notion qui te tient à cœur, la place du sacré dans cette évolution, le sacré étant un des fils conducteurs de ton approche. Tu es aussi auteur. Tu as publié notamment auto-publié Éloge des métiers hybrides, L'esprit des mots, Renaissance Man. Ils sont tous beaux, mais Renaissance Man, on voyage justement chez les peuples premiers, et Mutation anthropologique. Tu consultes pour le moment en visio parce que là, si tu es à Paris avec nous et nous sommes ravis, tu n'habites pas Paris en ce moment, tu habites loin de Paris. Et on peut te retrouver, te contacter sur ton site, via ton site, audreychapeau.com. C'est ça? C'est ça. Audrey, tu parles et puis ensuite on installe les chaises pour la table ronde. Qui ne sera pas ronde, comme toutes les tables rondes. Merci à tous. Ça va, le micro? C'est bon, là, sur le plus près. Ok, je vais essayer de rester avec une face proche. Oui, donc temps relativement court, je vais essayer d'être synthétique, même s'il y a énormément de choses qui ont été dites aujourd'hui. Et donc la thématique de la journée, vivre libre, m'amène forcément d'emblée à me poser une question qui est comment peut-on s'exprimer sur la liberté sans être soi-même coincé par nos propres conditionnements? Donc ça, on l'a vu avec les différentes interventions, ça revient sans arrêt. Alors, exprimé différemment, mais l'idée centrale, c'est quand même celle-là. Comment est-ce qu'on peut aborder cette notion alors qu'on est nous-mêmes coincés, consciemment et inconsciemment, dans tout un tas de conditionnements? Euh, donc, j'ai choisi, donc c'est pas du tout de manière exhaustive, hein, j'ai choisi 3 points que je vais essayer de vous proposer de manière synthétique, qui sont plus ou moins subversifs. Donc, Ghislaine s'est déjà fait un plaisir d'aller dans des idées assez subversives. Donc, je vais continuer sur ce chemin-là. Pour essayer de donner des éléments de clarification et essayer de sortir de ce piège de nos propres conditionnements qui font qu'on est biaisé par notre approche de cette notion de liberté, comme d'autres approches notamment. Alors, le premier point que je voulais vous proposer, c'est le fait que cette notion de liberté, c'est à la fois une quête philosophique et un jeu infernal. C'est une quête philosophique parce que c'est un idéal conceptuel qui est de toute manière totalement incompatible avec l'infinité des réalités humaines. Pourquoi? Parce que nous, tous, êtres humains, nous sommes contraints par tout un tas de réalités, différents univers, qui font qu'on est moulé dedans, pétri de ça, qui sont des contraintes physiques, matérielles, qui sont des contraintes sociales, pression sociale, les pressions sociales, qui sont des contraintes politiques, qui sont des contraintes de croyance, les nôtres, celles qui nous sont imposées, et qui font que la liberté absolue est de toute façon impossible. Donc, comment parler de liberté quand la liberté absolue est impossible et qu'on a pris l'habitude dans notre civilisation
d'être portés par la philosophie. Ce que, par exemple, les peuples premiers écartent. Ils ne sont pas en lien avec la philosophie. La philosophie est quelque chose de trop mental. Donc, ils vivent dans ce qu'ils appellent le temps des rêves, qu'on appelle différemment en fonction des culturations, des traditions. Mais cette notion de philosophie, qui pour nous, occidentaux, est la base de la réflexion, la base de la pensée, en fin de compte, ce n'est pas une approche universelle. C'est une approche occidentale, occidentalisée, qui, sur cette notion de liberté, peut nous faire des torts dans notre manière d'approcher la notion. Donc, c'est ce que j'appelle la quête philosophique. Et puis, je disais, c'est en lien avec cette notion de jeu infernal. Alors, pourquoi jeu infernal? Parce que par rapport à cet idéal conceptuel inatteignable, il y a toutes les pratiques réelles, concrètes, comportements, les états d'esprit, les mentalités de chacun. Et elles sont plurielles. Elles sont plurielles parce que chacun a sa propre notion de la liberté, chacun a sa propre manière de l'expérimenter, chacun a sa propre manière de la critiquer, de la contredire, de l'alimenter, de la nourrir. Donc, il existe autant de liberté qu'il existe d'individus. Et en plus de ça, si je vais un petit peu plus loin dans cette infinité-là, chacun de nous vit, expérimente et a besoin d'une infinité de réalités possibles. Si vous vous plongez dans votre histoire passée, il y a certaines notions, certaines attentes, certains besoins, on va dire, d'idées de réalité que vous avez pu vivre et qui aujourd'hui sont complètement réduites. N'empêche qu'à un moment donné, c'était votre idée, votre conception de la liberté. Donc, même à l'intérieur de nous, nous vivons cette infinité de réalités, tangibles ou intangibles. Donc, chacun sa conception et sa pratique. Et pourquoi ça? Parce qu'en fin de compte, il est question de différents registres et de différents dosages. Donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les marges de manœuvre? Quel est le jeu? C'est ça que je parlais de jeu infernal. Quel est le jeu que je mets en place, que je décide, que je choisis, que j'accepte pour vivre entre ces différents registres et ces différents dosages de ce qui peut faire que je suis libre ou pas libre. Donc, en fin de compte, quand on se pose la question de la liberté, libre de quoi? C'est par rapport à une notion inextricable qui est prisonnier de quoi? À quoi ça sert de se poser la question de la liberté s'il n'y a pas la question d'être prisonnier? À quoi ça sert? La liberté, se poser la question de la liberté, c'est se poser la question de la prison, de l'incarcération, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, qui est que, proposition, pour moi, la notion de liberté, c'est un questionnement civilisationnel. C'est une invention philosophique qui nous fait du bien dans notre contexte actuel, mais c'est juste une invention. Une invention pour prendre le pouvoir, entre autres, mais c'est une invention parce que quand on se pose la question de la liberté, on se pose la question par rapport à tout un tas de registres différents. On est libre de quoi? On vise à être libre de quoi? Alors là, sans être exhaustif, je vais vous donner un petit florilège pour se mettre en appétit. Libre des conditionnements, que j'évoquais tout à l'heure, libre des limites, libre des frontières posées par soi, libre aussi des conditionnements, des limites et des frontières posées par l'extérieur. Est-ce que ce qu'on s'impose soi-même, est-ce que l'extérieur nous impose, est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce que ces notions de liberté sont compatibles les unes avec les autres? Libre de quoi, donc? Libre de la matière, de notre condition d'existence qui fait qu'on vit dans un monde matériel, dans un corps charnel, dans une incarnation matérielle, libre des lois du vivant, des lois de la physique, de la mécanique, de l'électromagnétisme du cœur, voilà. Donc des lois du vivant, libre du regard de l'autre, des regards des autres, des regards de la société, libre de la société, libre de son corps, libre du temps, libre de l'espace, libre de l'esprit, libre des appartenances,
qui nous malaxe, qui nous modèle, libre de l'argent, libre des statuts, libre du mental, libre de nos familles, libre de nos engagements. Vous voyez bien que là, ça devient complètement infernal. Ça devient complètement infernal. Et pourquoi est-ce que ça devient complètement infernal? Parce qu'en fin de compte, c'est un joli subterfuge pour éviter de se poser la question, de mon point de vue fondamental, en tout cas l'une des questions fondamentales, qui est, mais cette question, quand est-ce qu'elle a émergé? À partir de quoi? À partir de quand ça a émergé? Dit autrement, qui a besoin de se poser cette question? Qui a besoin de se poser cette question? À part de quoi cette idée est-elle le symptôme, en fin de compte? Ça sert à qui, à quoi, de se poser cette idée, cette question de liberté? Si ça sert à rien, pourquoi se la poser? J'entends certains dire, oui, mais là, tu vas être fonctionnaliste, utilitariste, etc. Ben oui, mais enfin. Et donc, ça m'amène à poser les choses un petit peu différemment, plutôt que de dire vivre libre, se poser la question de vivre libre. J'ai plutôt envie de dire, de vous proposer qu'il me paraît plus judicieux de parler de sensation, se sentir. Et sensation, pourquoi? Parce que, comme je le disais, la question de la liberté est en lien avec la question de se sentir prisonnier, d'être de se sentir prisonnier. Et donc, je pense que cette question est apparue à partir du moment où il y a eu cette idée de se sentir prisonnier de quelque chose, de se sentir esclave de quelque chose, ou en tout cas de vivre avec des contraintes qui ne sont pas acceptées. Ça ne veut pas dire vivre sous contrainte, ça veut dire vivre sous des contraintes qui ne sont pas acceptées, que je ne tolère pas, qui me sont intolérables, qui me sont trop difficiles à accepter. Et donc, je me suis posé la question, nos lointains ancêtres, est-ce qu'ils vivaient dans une situation où les contraintes n'étaient pas acceptables pour eux? Est-ce qu'ils se sentaient prisonniers de quelque chose? Alors ça, on ne sait pas trop, hein. On est dans l'hypothèse. Mais on se rend compte que chez certaines populations qui vivent avec des traditions complètement différentes, cette question n'a pas de sens. Cette question ne se pose pas. Chez certains peuples premiers, alors je ne peux pas dire chez tous, je ne les connais pas tous, en tout cas ceux que je connais, cette question ne fait pas sens. Elle ne se pose pas. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce qu'en fin de compte, en échangeant avec eux, en vivant avec eux, on se rend compte que si l'asservissement, l'idée, l'expérience de l'asservissement n'existe pas, s'il n'y a pas de prise sur l'emprise, si la confiance intérieure de la posture de chacun est suffisamment forte, solide, stable, mais fluide en même temps, eh bien la liberté, cette notion de liberté n'a pas de raison d'être. Elle n'a pas de raison d'être. Et c'est ça qui m'amène à dire que penser la liberté, penser vivre libre, se sentir libre, c'est en fin de compte un questionnement civilisationnel. Je pense que c'est apparu à partir du moment où ce qu'on appelle les cités-États sont apparues. Il fallait vivre en grande communauté sous certaines contraintes organisées, structurées, etc. Et où les enjeux de pouvoir, les enjeux de domination d'une partie de la population sur d'autres parties, différemment, les jeux de don et de contre-don, dont on parlait tout à l'heure, avec Ghislaine en lien avec l'émotion du cœur, à partir du moment où les rapports de pouvoir organisés, structurés, socialisés apparaissent, à ce moment-là, cette question fait sens parce que certains des habitants se retrouvent en décalage, se retrouvent soumis, se retrouvent contraints suffisamment pour ne plus être dans cette posture de liberté. Et donc, ça m'amène à mon troisième point, que j'ai abordé très brièvement. Pour moi, il ne s'agit pas de vivre libre, mais de se sentir libre. Et se sentir libre, ça amène aussi l'exigence de la capacité d'action. Il ne suffit pas de dire « ouais, je me sens libre, tout va bien ».
c'est comment j'agis en étant libre et en alimentant cette posture de se sentir libre. Donc c'est un ressenti, c'est une posture, c'est un état d'esprit qui veut dire quoi? Qui veut dire accepter les incertitudes de l'existence, de la vie, qui signifie accepter l'inconnu, accepter le risque, accepter les contraintes. C'est être au clair et accepter sa place d'humain. C'est prendre soin de ce que l'on est. Et donc, d'une certaine manière, c'est une hygiène de vie globale. C'est prendre soin de ce que l'on est en tant qu'être humain, sans chercher à être un héros, sans chercher à être parfait, sans chercher ce que l'on n'est pas. C'est simplement accepter d'être, de vivre. Et quand on pose la question, et quand on entend ce que certaines personnes issues des peuples premiers disent, très régulièrement, et peu importe sur le continent, régulièrement, ce qu'ils disent, c'est « je connais ma place ». Et cette phrase « je connais ma place », elle signifie quoi? Elle signifie « je sais qui je suis, je sais où je suis, je sais quels sont les liens que j'entretiens avec les autres, et j'accepte ça, ni plus ni moins. Je suis au clair avec ça, ça me convient. Ça me convient. Et à partir du moment où je connais ma place, la notion de liberté n'a pas de liberté. Et donc, pour donner une illustration et d'une certaine manière synthétiser un petit peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur les différentes approches des intervenants, j'ai envie de vous donner un exemple issu de la tradition tienne, que je connais particulièrement. Et je trouve que c'est intéressant aussi de sortir de cette notion de peuple premier qui est aussi un univers un petit peu à la mode aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux, mais on a aussi beaucoup à apprendre d'autres civilisations. Et je voulais sortir de cette binarité, de cette dualité un petit peu trop simple. Donc, cet exemple issu de la civilisation indienne m'interpelle beaucoup. C'est la notion de dharma. C'est la notion de dharma. Alors, elle m'interpelle beaucoup et elle me tient à cœur parce que c'est sur l'histoire du Dharma Shastra que j'ai présenté mon mémoire d'études. Donc forcément, je me suis bien imprégnée du sujet. Et en fait, cette notion de dharma, elle est très importante parce que ce terme vient de la racine dre, donc le verbe dre, en sanskrit, signifie tenir, maintenir, préserver. Et donc, de cette racine, de ce verbe, action, a découlé le terme dharma. Et dharma, si on devait le traduire en français, ou dans d'autres langues occidentales, ça veut dire deux choses simultanément, en même temps. Ça veut dire, un, loi cosmique, ordre cosmique. Comprenez les lois supérieures avant qu'il n'existe des lois sociales, religieuses, etc. Des lois supérieures. Et en même temps, ça veut dire liberté intérieure. Comment le même mot peut pouvoir dire simultanément les lois du vivant supérieur et liberté intérieure. Et là, je trouve, sans avoir connu le contenu des interventions d'aujourd'hui, je trouve que d'une certaine manière, c'est une synthèse remarquable de tout ce qui s'est dit, de comment connaître sa place et agir dans un environnement où on est contraint par la réalité, par les réalités, et en même temps où on doit toucher quelque chose d'intérieur. Notre liberté intérieure, qu'elle soit notre liberté du cœur, qu'elle soit notre liberté des sensations, des émotions, dharma, c'est ça, en fait. Et vivre libre, en fin de compte, c'est quoi? C'est ressentir, c'est accepter, c'est penser, hors d'attente, hors de nos attentes, hors de notre ego, hors de notre pression sociale, hors de tout ça, hors des contraintes, mais en les intégrant quand même. C'est accepter qui je suis et s'en remettre à quelque chose de supérieur. C'est donc à la fois agir en lâchant prise par rapport à ce qui nous contraint. Et donc tout ça, ça m'amène
à me poser la question et à vous poser la question, à vous proposer cette question. Compte tenu de ce que je viens de dire, en fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ma propre liberté? Comment je me positionne et comment j'agis moi aujourd'hui pour ma propre liberté? Pas forcément pour vivre libre, mais pour me sentir libre, pour me sentir vibrante, vivante, reliée. Pour moi, c'est pas vivre libre, c'est se sentir libre et alimenter cette sensation et cette posture de se sentir libre. Merci. Merci. Merci Audrey.